Sama dibo ni sumuya ikenanyo nale. Et en parallèle avec cette évaluation très utile, chaque euro engagé, que ce soit pour les crédits d'État ou les autres, chaque euro engagé, on doit pouvoir savoir à quoi il a servi, pour permettre de nous d'être encore plus proches du terrain, de vérifier que, en lien avec nos bonnes intentions à tous, les habitants des quartiers sont d'accord, valident les actions qui sont mises en œuvre, nous en proposent qui sont vraiment utiles. Donc, Monsieur le Président l'évoquait, les conseils citoyens qui sont apparus dans cette génération et qui travaillent maintenant de plus en plus, puisqu'ils ont été mis en place en 2016. Et là, au fur et à mesure, d'ailleurs c'est peut-être lourd parfois pour eux parce qu'il y aura de plus en plus de réunions. Et s'ils peuvent participer à tout ça, c'est un rythme hebdomadaire, à tout notre travail. Alors ça vous sera peut-être pénible parce qu'on vous demande à vous, pour que nous puissions faire un bilan, on demande à toutes nos associations, nos services qui ont profité de crédit 2016, bien de faire un bilan le plus vivant, le plus détaillé possible, à la fois financier, mais aussi humain également que l'on ressente. Est-ce que ça a permis à tant de personnes de retrouver un emploi, de retrouver une formation, d'avoir une amélioration du cadre de vie, une amélioration à la santé, que sais-je encore. Donc à la fois le bilan financier c'est important et humain. Alors je sais que toutes les associations, on est bénévoles, on se dit oh là là, encore écrire 5 pages de bilan, ben oui mais c'est dans l'ordre des choses et j'allais dire ça facilite toute la mise en œuvre des actions qui suivent. Et puis les appels à projets 2017, on souhaite qu'il y ait le même genre d'action que cette année, mais qui vient de la santé, de l'aide à la santé, qui est du sport. On pense qu'on pourrait certainement faire plus de sport. On avait vu aussi dans le bilan peut-être plus d'actions vers les seniors, dans les quartiers, etc. Donc je parlais du partenariat entre les services, mais c'est évidemment un partenariat avec tous les acteurs de terrain. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Pour ceux qui n'auront pas pu se libérer, eh bien au compte, on a la chance d'habiter dans une petite ville et avec des quartiers qui restent encore à taille humaine pour les élus, pour les associations, pour tous les partenaires. Donc de répandre cette notion d'appel à projet, ces opportunités. Il y a à la fois des opportunités dans les crédits d'état politique de la ville, dans les crédits aide à la citoyenneté, ce qui est un peu lié à la sécurité dans le fonds FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc il y a quand même, je dirais, hélas, grâce aux événements, des crédits pour justement aider toutes les associations qui ont un travail dans le domaine à participer. Donc il faut en profiter. Et puis le bonheur d'une ville, c'est aussi les habitants qui le font. Alors travaillons tous pour le bonheur à Bergerac et dans le cadre de l'ACA, puisque compte tenu des compétences intercommunales, les nouvelles générations de contrats sont automatiquement portées par les intercommunalités, qui est plusieurs communes, comme c'est le cas à Périgueux, qui est des quartiers politiques de la ville, ou pour nous, même s'il n'y a qu'une commune, c'est un portage intercommunal et là aussi toujours le partenariat que nous vivons tous ensemble au quotidien. Et maintenant, c'est à vous. Merci. Alors, donc nous sommes réunis aujourd'hui, les points on vous les a un petit peu balayés, donc on va faire un rapide bilan de ce qui s'est passé en 2015 et de ce qui est en train de se passer en 2016. La méthodologie et le déroulement de l'appel à projet 2017. Vite vous présenter les grandes intentions. Les conventions pluriannuelles, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous allez vous parler un petit peu de ces conventions pluriannuelles. Les conseils citoyens vont pouvoir nous expliquer leur rôle, leur mission et qui ils sont. Et après, nous passerons en table ronde. Donc sur première partie des tables rondes, retour d'expérience pour les porteurs de projets qui ont eu des financements cette année. Les plus, les moins, les choses à améliorer. Et deuxième partie des tables rondes, les projets 2017,
avec aussi les nouveaux porteurs de projets, et voir comment peut-être on peut essayer de travailler sur le partenariat, comme ça a pu se faire déjà sur l'année dernière, le regroupement de porteurs qui ont des projets un peu similaires ou qui peuvent en tout cas avoir une synergie. Puis un temps de restitution en fin d'après-midi. Excusez-moi, j'aurais juste deux petites remarques, si vous permettez. La première remarque, c'est qu'il y a une énorme branche qui gêne le panneau d'entrée de la cave et on ne voit pas du tout la signification, voilà, ça c'était très prosaïque. Et sinon, j'ai aussi des grandes têtes blondes et brunes à m'occuper et on n'a pas reçu d'ordre du jour, c'est-à-dire qu'on a reçu une invitation disant qu'il y avait un appel à projet, une réunion à 13h30, et ça aurait été commode de savoir qu'on était pris jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Je ne pourrais pas être là comme M. Rousseau et Mme Blanc jusqu'à la fin de la réunion. Donc voilà, c'est tout ce que Alors on va essayer de faire le plus court possible pour que tout le monde reste au maximum. Non mais c'est pas une question de... Mais si, on va essayer de rationaliser pour faire en fonction de chacun. Et je ne sais pas s'il y a une censure, ça fait peut-être aussi l'ordre du jour, mais nous on l'a pas reçu et c'est un peu dommage. Non, il n'y avait que le carton d'invitation. Ok, merci. Il y a une liste d'émargements qui passe. Donc, au besoin, et on pourra envoyer avec vos mails, on enverra ces documents-là avec tout le monde, à tout le monde. Et puis, comme vous allez voir passer la liste d'émargements, dites au besoin, j'ai besoin de renseignements sur tel et tel. C'est surtout le moment d'échange me paraissait essentiel pour l'évaluation. On aura le compte rendu, donc on vous le transmettra. On n'est pas forcément préparé. D'accord. Donc 2015, une année de transition, vient de 28 projets soutenus par les colis spécifiques pour 250 000 € de subvention de l'ensemble des partenaires. En parallèle de cette année 2015, s'est construit le contrat de ville qui a été signé le 26 juin 2015, qui a été le premier contrat de ville signé en ex-Aquitaine, et qui comporte 3 quartiers prioritaires. En année 2016, on est sur une année d'impulsion, où vraiment on a pu lancer l'appel à candidature selon les piliers définis dans le contrat de ville. Et là, on a pu soutenir 49 projets pour 284 250 €. Juste une petite cartographie pour revoir les quartiers prioritaires, donc le quartier nord, le quartier des Deux Rives qui est le centre historique, et le quartier rive gauche. Donc on voit que ça forme ce qu'on appelle un arbre de fragilité sur le Bergeracois, et que ça représente à peu près 5240 habitants. Et la carte détaillée se trouve sur nos sites internet et très très détaillée, où on peut faire même de l'extraction de cartographie sur le site du ministère de la Ville pour tous les quartiers de France. Alors, le bilan 2015, basé sur une étude, sur l'analyse détaillée des bilans d'action qui nous ont été remontés par nos porteurs de projets et d'actions. Donc on voit qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, un total des subventions allouées sur ces crédits spécifiques de 250 529 €, avec une répartition suivant les partenaires, donc région, ville, département, CAB et État. On voit aussi, on a pu sortir une analyse par bénéficiaire, donc hommes-femmes, on a une répartition qui est presque égale, on a 54% sur les bénéficiaires femmes et 45,4% sur les hommes. En termes de répartition sur les âges, sur les tranches d'âge, les moins de 18 ans sont très représentés, les 35-65 ans aussi. On a une petite diminution sur les 18-34, mais on voit effectivement, comme vous pouvez le dire en introduction, que sur nos seniors, peut-être qu'il y a des pistes, en tout cas là-dessus, pour essayer d'apporter des actions ciblées. Ou alors, peut-être qu'on peut analyser aussi sur le fait de dire, est-ce que vraiment ce public-là fait partie des cibles les plus fragilisées des territoires, des quartiers prioritaires. Bon, en tout cas, il y a une analyse à avoir sur cette strate-là qui est la moins représentée au niveau des actions. Sur les 5000, alors on est sur des ratios, on est sur des chiffres. Sur les 5240 habitants, on a 4200 bénéficiaires sur les actions portées en quartier prioritaire. On a une moyenne, un ratio basique arithmétique qui est à peu près de 60 € des financements qu'on a pu voir tout à l'heure, répartis sur l'ensemble des bénéficiaires, ce qui représente à peu près 60 € par bénéficiaire. Et les soutiens financiers les plus élevés, c'est-à-dire les grandes masses qu'on a pu ressortir suivant les typologies de projets, se trouvent sur la mobilité, la réussite éducative et l'économie,
qui sont par ailleurs des axes forts effectivement par rapport à ce qu'on peut apporter sur la mixité dans les quartiers et les aides qu'on peut apporter au public les plus fragilisés. Sur 2016, donc 2016 a été la vraie année suite à la signature du contrat de ville. On a essayé d'adopter une démarche innovante avec des moyens et des méthodes sur lesquelles on a voulu centrer quelques façons de voir les choses de manière assez collective. Donc on voit que les moyens, on a créé une adresse électronique unique de dépôt des dossiers et d'échange, de manière à éviter que tout le monde se perde un petit peu sur qui fait quoi et où est-ce qu'on envoie. Et un dossier aussi unique d'appel à projet, c'est-à-dire qu'on est plusieurs subventionneurs, mais on a un dossier unique. On ne donne les éléments qu'une seule fois. Voilà, dans la vue de simplifier au mieux les démarches, sachant qu'on sait qu'un dossier est assez compliqué à remplir. La méthode, les méthodes de concertation permanente, les services, quels qu'ils soient, sont là toujours pour répondre aux problématiques d'ajustement des dossiers, des actions, comment remplir un dossier, comment on peut vous aider. Les services sont là et à votre disposition. Et travailler toujours sur la mutualisation, la complémentarité et la cohérence des actions. Essayer d'avoir une vue un peu dézoomée, je dirais, des projets avec l'ensemble de tous les piliers qui peuvent être représentés dans les projets et essayer de trouver des synergies pour que les actions soient plus fortes, des fois à plusieurs partenaires, que chacun dans son coin avec une petite subvention, essayer de rationaliser tout ça. Donc l'appel à projet a donné lieu à 49 dossiers retenus comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Une forte mobilisation des acteurs locaux avec plus 75% de projets retenus par rapport à 2015. Et dans ces projets-là, 2 projets collectifs ont émergé. Ça a été un regroupement de 4-5 partenaires qui étaient sur notamment l'économie, l'emploi et qui ont pu faire sortir des projets un peu plus conséquents. Donc on est bien dans l'impulsion du travail collaboratif basé sur le partenariat. Sur le point d'étape 2016, on n'a pas fini l'année, on n'a pas pu extraire effectivement les personnes touchées parce que les actions sont encore en cours. On a quand même la représentation des financements par partenaire comme on l'avait aussi en 2015. Et on voit qu'on a 13,45% de fonds supplémentaires en termes de subvention des actions. On a fait une analyse après par pilier, c'est-à-dire qu'actuellement on sait quel projet touche quel pilier. On a le pilier 1 dans notre contrat de ville qui est le pilier et développement, économie et emploi. On a 9 projets, soit 18% des projets totaux pour financer à hauteur de 27%. On a le pilier 2 qui est sur la cohésion sociale où là on a vraiment un maximum de dossiers, 33 dossiers, donc qui représentent 67% de l'ensemble des dossiers pour 65% des subventions. Et on a le pilier cadre de vie renouvellement urbain qui représente 7 projets, soit 14% des projets pour 7% des subventions. Donc, on a effectivement la cohésion sociale qui est en majeure partie, mais bon, c'est le lien social, c'est cohérent. On a en plus des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, donc ça fonctionne vite. Le développement emploi, on a eu les collectifs qui se sont créés, et on voit que même s'ils sont un peu en dessous, la valeur de 30% de subvention correspond à des projets qui ont été soutenus un peu plus fortement financièrement, même s'ils étaient moins nombreux. Et sur le pilier 3, viennent en fait d'autres dispositifs qui viennent compléter l'amélioration du cadre de vie, comme l'ANRU qui s'est terminé sur nos quartiers prioritaires, comme le PLU, comme plein de dispositifs qui vont aussi sur l'amélioration du cadre de vie. Donc il n'y a pas que ces crédits spécifiques et ça peut s'expliquer aussi, on peut expliquer ce nombre de dossiers un petit peu moindre. Les chantiers en rue ne sont pas comptabilisés dans ces projets. Évidemment, ça nous donne que 7 projets est 14%, mais en réalité, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Alors, les axes d'amélioration, c'est-à-dire au vu de ce bilan qu'on a pu faire sur 2015-2016, c'est pas fini. Les axes forts sont de poursuivre l'accompagnement de la mise en réseau des partenaires pour des projets collectifs. De cibler les projets les plus pertinents pour doper les résultats attendus par un soutien financier un peu plus important, de faire connaître les actions et les impacts des projets menés dans les quartiers, ainsi que le rôle des conseils citoyens au grand public par le biais d'une campagne de communication. Parce que c'est bien tout ce qu'on peut faire au sein de nos quartiers prioritaires, mais s'il y avait un partage sur l'ensemble du territoire, en fait, est-ce qu'il y a vraiment derrière, est-ce qu'on voit l'ampleur de l'amélioration, est-ce que ça crée vraiment une dynamique, voilà. Donc en fait, c'est essayer
la politique de la ville, c'est aussi la mixité, c'est sortir des quartiers prioritaires, y rentrer. Et en fait, pour ça, il faut que ça soit vu à l'échelle communautaire. Et être plus ambitieux et vigilant sur l'émergence d'actions en faveur du sport, comme on a pu le dire tout à l'heure, de la santé, de la jeunesse et de l'éducation. Voilà les grandes orientations sur l'année à venir, bien qu'il y ait tout le reste. Hein, mais là, on s'est dit, bon, ça serait peut-être pas mal de s'améliorer là-dessus. Voilà, l'appel à projet 2017, donc là, c'est mon petit que j'ai fait dans la publicité. Il était sur le plateau. Bon. Bonjour à tous. Donc, je vais rapidement vous présenter en fait le formulaire 2017. Pour ceux qui étaient dans le cadre de la politique de la ville l'an dernier, en fait, c'est un formulaire actualisé en fonction des orientations qu'Elisa vient de formuler. Donc, la grande originalité tient au fait qu'il n'y ait qu'un formulaire à remplir pour les 3 partenaires, sous la forme d'un guichet unique dont on vous a parlé tout à l'heure, on y reviendra, mais c'est vraiment l'originalité de notre territoire. Donc ce formulaire sera à remplir et à déposer pour le 16 décembre. Cependant, pour les associations qui ont déjà un numéro tiers à l'extranet CGET, il sera aussi nécessaire de remplir le dossier en ligne, de façon à faire avancer, bien entendu, les travaux d'instruction de la part de nos collègues de l'État. Est-ce qu'à ce propos, vous voulez dire un mot, ou Eric, Alain? Non, peut-être juste, tu l'as dit, hein, c'est que nous, on est obligé, pour la subvention État, de faire passer par le filtre là, de l'extranet du CGET, qui est un machin un peu compliqué. Mais la première fois, c'est un peu compliqué, et la deuxième fois, ça l'est beaucoup moins. D'autant plus que la deuxième fois, donc pour ceux qui l'ont déjà fait l'année dernière, cette année, il n'y aura pas besoin de tout remplir, tout reprendre, les coordonnées administratives, etc. etc. Donc ça devrait être, je pense, assez simple. C'est comme pour la déclaration d'impôt. Voilà. On transpire la première année, la deuxième. Voilà. Et par ailleurs, nous, ça nous facilite, après la mise en paiement, hein, parce que on est obligé de passer par cette étape-là pour après pouvoir engager les crédits et les payer rapidement. Donc je pense qu'il faut, même si c'est un peu pénible, parce que ça fait double document en fait par rapport à celui-là, il faut quand même le faire dès le départ pour que vous puissiez être payé plus rapidement. Voilà, donc s'il y a bien un formulaire unique, il est à déposer, à remplir et à déposer comme indiqué. Mais pour les associations qui ont déjà un numéro tiers, il est nécessaire effectivement, comme vient de l'expliquer Eric, de s'inscrire et de remplir le dossier avec des copier-coller tout simplement à l'extranet du CGET. Donc ce formulaire se constitue de 8 fiches en fait, qui reprend une partie des grands thèmes, présentation de la structure porteuse, budget prévisionnel. On va les faire défiler très rapidement, mais il y a un préambule qui présente une notice explicative de l'appel à projet. Cette notice donc insiste bien entendu sur les éléments de contexte, à savoir le contrat de ville, les quartiers prioritaires, on vient d'en parler, et également cette notice rappelle les 8 orientations stratégiques qui sont comprises dans le contrat de ville. Parce que effectivement, les actions que vous allez porter, que vous allez développer, doivent s'inscrire dans les orientations du contrat de ville. Et ce contrat de ville, vous pouvez, je vous le rappelle, le consulter à la fois sur les sites de l'État, de la ville et de la CAD.
Donc c'est pour souci bien entendu d'orientation et de cohésion. Et, bien entendu, l'ensemble des projets doivent s'inscrire dans ce cadre. Je ne détaille pas. La géographie prioritaire retenue, donc les 3 quartiers, avec effectivement la possibilité de zoomer ces quartiers sur le site du ministère de la Ville, mais aussi sur le site géoportail de l'État. Donc là, vous pouvez exactement regarder les différentes parcelles des quartiers. Ensuite, 3e point, les critères d'instruction des projets présentés. Alors, bien entendu, comme je disais, le projet doit s'inscrire dans au moins une orientation stratégique du contrat de ville, mais il doit bien entendu concerner au moins un des quartiers prioritaires, mais il peut en concerner 2 ou 3, bien entendu, et le projet doit prendre en compte au moins un des 5 objectifs transversaux définis par le contrat de ville: l'égalité femmes-hommes, la jeunesse, la lutte contre les discriminations, la participation citoyenne et le développement durable. Voilà, le projet doit se dérouler sur l'année 2017 et doit faire l'objet d'une évaluation annuelle. Nous allons en reparler. Les critères qui seront pris en compte pour l'examen des dossiers, on en a parlé aussi, c'est bien entendu la prise en compte et la mobilisation du réseau partenarial à la fois institutionnel et associatif, la qualité bien entendu de l'intervention proposée, notamment la qualification des intervenants, c'est important, l'implication, et ça c'est essentiel, des habitants dans l'action. Les projets doivent s'adresser aux habitants des quartiers prioritaires, mais doivent aussi impliquer ces habitants dans le déroulement du projet. Bien entendu, les projets doivent avoir un caractère innovant, structurant et transversal, pour justement apporter, j'allais dire, une plus-value action politique de la ville. Et un souci, mais j'y reviendrai, permanent, je le disais, c'est tout ce qui concerne l'évaluation. L'évaluation, ça doit être un outil en fait de gouvernance de nos projets. On insiste beaucoup sur l'évaluation parce que c'est à partir de cela que l'on peut collectivement progresser et améliorer le service des projets en direction des habitants des quartiers prioritaires. Bon, tout le passage bien sûr sur la communication des projets et la procédure des dossiers. L'examen se fait, vous l'avez compris, en partenariat entre les 3 partenaires, la CAB, l'État et la ville, mais aussi avec la participation des conseils citoyens qui ont leur place pleine et entière pour l'élaboration de A à Z du contrat de ville. Voilà, ensuite les différentes fiches, présentation de la structure, je ne détaille pas, c'est le dossier SERPA, présentation du budget de la structure porteuse. Alors la fiche 3 qui est un peu plus spécifique à notre action, c'est l'intégration donc du projet que vous présentez dans le contrat de ville. Et c'est là où effectivement il faut énoncer les différents partenaires, le territoire ou les territoires d'intervention et à quoi se rattache votre projet, à quel pilier, à quel axe transversaux et à quelle orientation stratégique. Donc c'est là où on inscrit vraiment la cohésion d'action de votre projet. Ensuite, la fiche 4, description de l'action. Bon, ça c'est j'allais dire les cadres un peu bateaux qu'on retrouve dans tous les domaines, dans toutes les demandes de subvention, les moyens humains nécessaires, le temps de l'action, à la fois la date de mise en œuvre, la durée prévue, si l'action s'inscrit dans la durée aussi, ce qui peut être effectivement le cas. Fiche 5, le budget de l'action, là aussi. Alors n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne le bénévolat, de valoriser le bénévolat.
à la fois en colonne dépenses et à la fois en colonne recettes, parce que c'est le bénévolat c'est grâce au bénévolat que tout peut se faire, et c'est donc important de le valoriser, de le mettre en avant. Quelque part, le bénévolat, c'est peut-être la principale source de richesse du contrat de ville, et donc c'est bien de le valoriser. Ensuite, donc, l'affiche 6, terme d'évaluation. Donc, c'est là où je vous disais que l'évaluation, pour nous, c'est vraiment un outil de gouvernance. Donc, c'est vraiment important de le remplir, et puis ça nous permet ensuite de faire des stats, comme vous a présenté Elisa tout à l'heure, et de savoir ce qui a été fait et comment on peut améliorer les choses. Donc c'est un peu fastidieux, mais il faut le remplir de façon complète. Voilà. Et ensuite, l'affiche 7, c'est important aussi si vous avez un projet qui a débuté en 2016 et qui se poursuit en 2017, effectivement. Voilà. Et ensuite, l'affiche 8, c'est l'attestation sur l'honneur, avec bien entendu la signature du responsable légal de la structure. Et dans ces cas, effectivement, si c'est par numérique, n'hésitez pas à nous scanner cette fiche 8 de façon à ce qu'on puisse avoir la signature électronique. Voilà. Et la dernière page, effectivement, indique pour tous les renseignements que vous souhaitez, les 3 partenaires, la date limite de dépôt du dossier, donc le vendredi 16 décembre, et un petit peu plus bas, donc l'adresse unique où vous envoyez ce dossier. Appel à projet, contrat de ville, bergerac-cad.fr. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'originalité de notre territoire, c'est ce guichet unique. Voilà pour la présentation du formulaire. Est-ce que peut-être y a-t-il des questions? Alors ce formulaire vous sera envoyé très, très prochainement. Voilà, de façon, et surtout c'est que les 3 partenaires et les conseils citoyens, on se tient à votre entière disposition pour remplir le dossier, bien entendu. Non, pas de questions, donc voilà, impeccable. Merci. Bien, donc on passe à l'autre point, c'est Pierre. Ah oui, c'est Eric. Ah, c'est Eric qui va présenter. Non, parce que là, il y a une nouvelle possibilité, mais qui a déjà débuté l'année dernière, parce qu'il y a un porteur pour lequel on a fait une convention pluriannuelle, c'est-à-dire qui permet d'engager des crédits sur 3 ans. Et on n'a pas besoin d'y revenir l'année d'après par un dépôt de nouveaux dossiers. Alors ça suppose qu'il y ait un programme sur 3 ans, d'action sur 3 ans, avec des budgets sur 3 ans. Et chaque année, il y a un avenant qui est pris quand même à la convention initiale, et il y a un petit bilan. Donc c'est comme une souplesse et une sécurité, je pense, pour les porteurs. Mais ça suppose qu'il y ait un programme sur 3 ans. Alors, c'est le Melchior qui en a bénéficié. Je ne sais pas où est Thomas Desmaisons, peut-être pourra éventuellement venir, si besoin, si certains veulent se lancer là-dessus, donner des conseils par rapport à ça. Nous, on peut aussi le faire. Et c'est vrai que dans le document, non, il y a la durée de l'action, si c'est une durée de 3 ans, mais fatalement, vous pouvez embrayer sur cette demande de convention pluriannuelle. Voilà. Et ça, c'est une demande aussi quand même de la préfète, puisqu'elle l'a dit lors de la réunion de bilan, que ça serait bien Voilà, c'est un objectif, on veut sécuriser la vie. On sait que pour les gestionnaires d'associations, c'est toujours difficile de courir après les subventions. Donc les services de l'État s'appuyant sur les associations pour justement ce bien-être dans les quartiers, eh bien, veut les sécuriser. La grosse mission de la DDCSPP, l'ancienne jeunesse et sport, pour ceux qui ont connu sous l'ancien sigle, qui représente M. Saminier et M. Lenoyer, sécuriser financièrement les associations
association sur 3 ans, donc ça nous facilite les choses quand même. Et on peut rajouter également qu'une action qui se décline sur 3 ans, il n'y a pas de rupture sur l'action en quelque sorte. On peut passer donc d'une année à l'autre sans attendre le nouvel appel à projet. Donc il y a un gain également pour les habitants, de voir qu'il y a une action qui se met en place mais qui continue sans qu'il y ait une rupture. Également pour l'association, ça évite le temps de mobilisation pour lancer l'action. Donc vous êtes vraiment sur une année de 12 mois à chaque fois et non pas sur au moment où vous avez vraiment le quitus pour lancer l'action, c'est-à-dire les fonds, vous êtes assuré de pouvoir continuer et faire un travail beaucoup plus régulier. Ça permet je pense aussi de porter des projets avec une envergure un petit peu plus grande, parce que les projets avec une envergure un petit peu plus grande ne peuvent pas de manière très matérielle se monter sur une seule année. Ils ont besoin de s'étaler sur plusieurs exercices budgétaires, ne serait-ce que parce que les sommes en jeu seraient trop fortes pour une seule année, un seul exercice budgétaire. Ça permet aussi ça. Je confirme, au niveau associatif, je confirme que c'est une souplesse et un confort pour travailler sur 3 mois. Voilà. La parole va être donnée à nos conseillers citoyens. Alors, autre café. Le Melchior, oui, c'est impliqué dans les conseils citoyens au titre du collège association, car pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a 2 collèges dans les conseils citoyens, le collège habitant, 8 représentants par conseil citoyen, et le collège association, 2 représentants par conseil citoyen. Donc nous sommes l'association du quartier nord et le Melchior Théâtre représentant au conseil citoyen du quartier nord. Il existe aussi le conseil citoyen des 2 rives, donc pour ce qui est tout ce qui est le centre-ville plus la Madeleine et Cité Jean Moulin. Et le conseil citoyen rive gauche qui concerne plutôt tout ce qui est autour de Naïac. Donc je sais que les directeurs de centres sociaux sont présents, enfin en tout cas j'en vois 2. On travaille main dans la main avec eux, avec les adultes relais, depuis 1 an et demi. Je vois mes conseillers citoyens qui sont tout cachés derrière là-bas, là. Si vous voulez vous montrer, levez la main. Voilà, donc des conseillers citoyens qui se sont regroupés en association en novembre de l'année dernière. L'association qui regroupe les 3 conseils citoyens a été créée de manière à avoir une forme d'identité et d'indépendance administrative, ce qui n'était pas obligatoire. On pouvait aussi se constituer en association de droit ou en collectif d'acteurs, avec l'aide des services publics, comme par exemple la Périgueux. Ils sont accompagnés pour un des conseils citoyens par un adulte relais et un autre conseil citoyen par une coordinatrice de la mairie de Périgueux. Nous avons choisi le modèle associatif au terme, on va dire, de quelques mois de rassemblement et de réunion, parce qu'il nous a semblé que ça pouvait nous permettre de mener à bien notre rôle plus efficacement. J'attire votre attention sur le fait que les conseils citoyens sont chacun indépendants, c'est-à-dire qu'ils conservent leur autonomie au sein des quartiers, et notamment Françoise Zani, que j'excuse ici, elle va arriver un peu plus tard au CCAS, notre référente pour le quartier Rive Gauche, et qu'elle travaille actuellement avec Taous pour la journée de rencontre avec les habitants autour de Naïac. Voilà, c'est le 27, hein. Voilà. Donc date très importante pour nous. Ensuite, pour le quartier centre, petit exemple de projet qui est mené aussi avec le centre social Jean Moulin, sont les jardins partagés. Et pour ce qui est du quartier nord, un exemple actuel, voilà, on travaille aussi à essayer de voir comment accompagner tous les projets qui sont dans le quartier nord. n'abandonnez pas les jardins partagés de la Bointière. Est-ce que j'allais dire? Exactement. Donc on s'y intéresse. Après, pour vous tout dire, on est un petit peu aussi en difficulté parce que nous, on essaie de trouver notre place aussi auprès des porteurs de projets qu'on ne connaît pas beaucoup en tout cas pour certains. On est peu nombreux. On a fait face à beaucoup de défections parce que les conseils citoyens, c'est un nouveau venu de la politique locale, que beaucoup de nos conseillers citoyens qui ont été retenus d'abord par tirage au sort et puis ensuite sur volontariat sont aussi impliqués dans beaucoup d'associations au niveau local. Et que pour eux, c'est pas facile de trouver du temps pour s'impliquer au niveau des conseils citoyens. Donc de fait, on a un peu tâtonné, on a aussi beaucoup travaillé sur notre fonctionnement à nous. On a rencontré les conseils citoyens de Périgueux et de Coulommiers-Chamiers. Et petit à petit, on arrive à trouver notre place avec les centres sociaux et les porteurs de projets. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est hyper important de vous rencontrer. On va faire partie des animateurs des groupes de travail de l'après-midi.
Et enfin, en fin de journée, on va participer à la synthèse. Quand Elisa vous parle de l'outil de communication qui semble nécessaire pour faire connaître les projets dans les quartiers, pour que les habitants soient encore plus proches des porteurs de projets, nous aussi, on y tient vraiment. Il faudrait que dans ce support de communication, on a fait une demande auprès de l'État, qu'on ait les moyens de créer une espèce de support qui soit très attractif pour les habitants, qui soit très lisible, mais qui puisse montrer à la fois ce que les conseils citoyens sont et peuvent faire, et aussi où sont les projets, dans une cartographie où on sait quel est le porteur de projet, à qui s'adresser, et quel est le lien qu'on peut faire avec les conseils citoyens. Créer de la dynamique un peu participative dans les quartiers. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de porter au niveau des conseils citoyens, et qu'on aimerait développer avec vous. Voilà. Et pour renforcer les conseils citoyens, nous travaillons avec vous sur un tirage au sort complémentaire pour que les personnes qui ont démissionné, qui n'arrivaient pas à tout faire, soient remplacées par de nouveaux citoyens. Enfin, des citoyens complémentaires, puisqu'on sait qu'avec les emplois du temps de chacun, tout le monde ne peut pas être toujours là. Donc... Exactement. Si je peux rajouter, il y a des réunions. Pardon, Roger Aubry, donc conseiller citoyen de Rive. Je voulais simplement rajouter par rapport à ce que vient de dire Thomas, c'est qu'effectivement nous avons travaillé sur différents projets. Nous, en ce qui nous concerne, sur le centre-ville, nous avons travaillé avec le centre social Jean Moulin, sur notamment, là on est en train de préparer Téléthon, on a travaillé avec le centre social Jean Moulin. Une chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que je suis quelqu'un qui travaille encore, nous avons des travailleurs dans le conseil citoyen, et lors de la venue de la ministre donc de la politique de la ville, on a pu parler aussi sur effectivement le statut des conseillers citoyens, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, des gens qui travaillent, c'est pas toujours facile de pouvoir se libérer. Donc moi, je prends effectivement sur mon temps de repos, donc c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Comme tout ce qui est bénévolat associatif, on ne peut que remercier tous ceux qui prennent de leur vie pour s'engager au profit de la société. Et tout le monde ici, merci à vous. Il y avait une question, j'ai entendu un début de question. J'allais intervenir justement aussi sur le fait que, il y a beaucoup de gens qui travaillent et un conseil citoyen à 3 ans de la famille, c'est pas possible. Alors il y a ça, mais on a aussi j'ai entendu par des collègues que quand on le faisait le soir à 7h, les personnes, il n'y avait plus de bus ou n'étaient plus là pour donner à manger à son conjoint, et qu'avec les enfants, c'est difficile de trouver la bonne heure. Et ensuite, donc le mieux, c'est qu'on fasse des heures différentes, parfois dans les heures de bureau, parfois plus en soirée, pour que les impossibilités de présence soient diverses et que chacun puisse régulièrement participer aux réunions. La deuxième chose, c'est qu'apparemment vous avez limité à 2 les associations sur les quartiers, c'est ça? Ouais, pourquoi? Le quartier nord, c'est plus juste. Oui. C'est la loi. Rien n'empêche à des membres d'associations habitant dans le quartier de porter, parce qu'il y a du tirage au sort, pour ne pas avoir que des professionnels, j'allais dire, de la citoyenneté. L'objectif, c'est que les conseils citoyens soient des gens qui soient nouveaux quelque part dans l'investissement. Mais ça ne veut pas dire que nous peut avoir des nouveaux. Et j'allais dire, s'il y a aussi des volontaires, ça peut être un complément au tirage au sort. On a quand même des... On a invité régulièrement à nos AG, nos réunions publiques, les porteurs de projets, notamment Vanessa a pu venir présenter. Elle a fait état d'une curiosité par rapport au conseil citoyen, par la tapote, elle voulait savoir ce que c'était, et je lui ai proposé, le mieux c'est que tu viennes nous rencontrer. Donc elle a pu venir pour présenter son projet en conseil citoyen. C'est quelque chose que vraiment je vous dis aujourd'hui, nous on est ravis d'être là, de pouvoir vous rencontrer. Et on est ouvert vraiment, on est là pour interagir avec vous et travailler avec vous. Donc c'est pas fermé. La loi nous impose, on va dire, des représentants, on va dire, officiels, mais vous pouvez travailler avec nous main dans la main sans problème. Rien n'est fermé. Toujours des adhérents, des sympathisants qui peuvent après devenir adhérents. C'est quelque chose de large et de souple. Et je précise aussi qu'on est en chantier depuis la rencontre avec Madame la préfète et la secrétaire d'État sur, je sais que c'est en cours, sur la création d'un statut particulier pour les conseillers citoyens au niveau national, un peu à l'image des élus.
qui leur permettrait d'avoir une délégation pour ceux qui sont professionnels. Hein. Et certains même, on parle de dénommagement financier. Voilà. Pour ceux que ça intéresse ou qui seraient peut-être tirés au sort dans les prochaines élections des conseils citoyens, sachez que c'est en cours. D'autres questions sur le conseil citoyen? Est-ce que, je ne sais pas, on pourra peut-être aussi, dans les comptes rendus, donner vos coordonnées ou mail, ou autre. Donc on pourra passer tout ça par les comptes rendus. D'accord? Donc je vous propose de passer à la phase suivante, nos fameuses tables rondes. Je te laisse nous présenter. Eh bien, on va bientôt commencer à travailler ensemble, puisqu'on va se réunir en 3 groupes de travail. On a volontairement voulu ne pas identifier des groupes par piliers qui sont bien clairs au niveau du contrat de ville, mais plutôt par rapport au nombre de personnes et de trouver un nombre pas équitable par groupe. Donc il y aura 3 espaces de travail, cette salle, une deuxième salle à côté, une troisième par là, qui sont animés par un représentant de la politique de la ville, de la CAD, de l'État, pour pouvoir prendre des notes. Il y aura un rapporteur par chaque groupe. Dans un premier temps de travail qui va se dérouler dans 5 minutes et pendant 3 quarts d'heure maximum. Ce sera le temps de simplement d'émettre le bilan de 2016, surtout les points négatifs, points positifs, et être aussi force de proposition. Donc, et même tous ceux qui n'ont pas participé à un projet en 2016 pourront assister à ce temps de travail, de concertation. Fort de ces éléments qui vont servir à nous, et avec un représentant des conseils citoyens dans chaque groupe de travail, c'est pour vous dire que, au moins. Et donc ça va être des groupes extrêmement importants de pouvoir travailler sur le bilan en 2017 des actions qui ont été portées en 2016. Ces tables rondes, donc, on va faire un quart d'heure de temps de pause, mais avec le même groupe qui sera dans chaque salle. On va faire la même chose pour une projection d'action sur 2017, même si ce n'est pas encore abouti. Ceux qui ont présenté des projets en 2016 savent aussi dans quelle orientation, dans quel sens ils vont porter un projet en 2017. Ça permettra à ceux qui n'ont pas pu déposer ou qui veulent s'inscrire dans la dynamique du contrat de ville de pouvoir aussi être force de proposition. Et puis, à la suite de cela, au bout de 3 quarts d'heure, il y aura évidemment un rapporteur. On vous laissera un petit temps de pause et nous ferons la restitution de ces 2 temps de travail en réunion plénière vers 17h. Et à ce moment-là, nous laisserons aussi la parole pour émettre des idées nouvelles sur le fonctionnement et la mise en place des actions. Et je pense que je vous ai presque tout dit.